il a une expertise même infinie, et dans tout le reste, il est 0. Voilà. Donc là, cette personne est très très dangereuse. Pourquoi? Parce que, comme son spectre est vraiment ponctuel, eh bien, la moindre chose qui est dans l'affaire, qui soit hors cadre, hop, il ne sait plus quoi répondre. Alors, ceux qui pensent que ça, c'est complètement impossible, alors je vous rappelle qu'on a des solutions de ce type. Donc là, par exemple, ça, c'est l'espace de solution. Alors, je vous donne un exemple. Cet espace de solution, c'est très difficile de le trouver. La résolution est ici. C'est très difficile de le trouver avec un algorithme Bluetooth, un algorithme classique, ou même un algorithme backtracking, qui correspond à faire des essais, parce qu'en gros, il faut tomber là où il y a la solution. Alors ça, on aime bien le résoudre avec des algorithmes génétiques, ou des algorithmes de type fourmi, où les objets ne savent pas vraiment ce qu'ils font dès le départ. Ça nous amène à ce qu'on appelle en fait un réseau neuronal profond. Alors, contrairement à ce que vous pensez, même en tant qu'expert, votre cerveau, il est bien plus intelligent que ce que vous pensez, même si vous pensez que vous êtes très intelligent. Juste pour génie, là c'est un peu un problème, mais pour très intelligent, il est certainement au-dessus. Le problème, c'est comment le gérer. Alors, réseau neuronal profond, c'est important de l'avoir en tête, que ça veut dire qu'en fait, ça va rejoindre l'idée de l'espace temporel. Il faut avoir du temps pour résoudre rapidement. Vous voyez, ça fait une sorte de paradoxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez réfléchi d'avance, et après, on vous dit que vous aurez 2 minutes pour réfléchir, mais vous êtes mis dans le cadre de réfléchir pour ces 2 minutes. Vous allez me dire, mais si je ne connais pas bien le sujet, oui, si vous ne connaissez pas bien le sujet, alors, par exemple, pour le jeu d'échecs, ici c'est le Blitz, vous avez 5 minutes pour jouer, c'est bien d'avoir réfléchi déjà à quelques trucs avant, et pas de dire pour la première fois, je tape, je joue, et après c'est trop tard. Alors, donc ça va nous appeler la stratégie de longueur. Alors, dans la vie courante, comme dans les affaires courantes, eh bien, le futur proche dépend du passé proche. D'accord? Et puis, dans l'espace juridique, on a des affaires qui sont très anciennes. Donc, qui sont récentes, on a l'impression, et puis elles dépendent d'affaires anciennes. D'accord? Donc ça, ce schéma-là nécessite une mémoire. D'accord? Donc, par exemple, un expert peut se rappeler, il y a 20 ans, il y avait un truc qui ressemblait à ça, etc. Peut-être qu'il peut après collaborer avec quelqu'un qui est plus récent dans le domaine, ou même avoir un conseiller d'expert, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est plus expert, enfin qui est, on va dire, honorifique, qui peut dire à quelqu'un de maintenant, ça ressemble à ça. Alors ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle du non-linéaire dans l'espace mental, c'est très fréquent dans le cadre cérébral et très peu fréquent dans la nature humaine classique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir gérer l'apparition d'un symptôme qui n'existe pas là. Alors, de façon un peu plus formelle, c'est exactement ce qui se passe quand vous subissez une attaque de virus avec un virus de type troyen qui va se mettre en activité que par exemple une semaine, 30 jours après. Et donc quand vous avez votre problème sur votre ordinateur, vous avez tendance à analyser ce que vous avez fait dans la journée. Vous ne trouvez rien de spécial, vous dites bon ben c'est hier, j'ai dû faire quelque chose, et puis après vous vous rendez compte, arrive un expert et vous dit non mais ça c'était il y a 30 jours. Il y a 30 jours, vous êtes allé sur le site machin, vous avez déjà chargé ça sans savoir. Et en fait, pendant les 29 jours, vous n'aviez rien. Donc d'un seul coup, c'est très difficile de se convaincre que ça correspond à moins 30. Alors le problème, c'est que ça, vous pouvez le faire vous-même dans votre vie d'expert, c'est combien vous avez de situations de ce genre et combien de situations de ce genre. Parce qu'attention, on a les situations terminales. C'est-à-dire qu'une situation terminale, c'est de ce type. J'ai une affaire, je suis contacté, je résous l'affaire, je résous en tant qu'expertise, et puis l'affaire est close. Donc, si vous avez ce genre de train,
pour le cerveau, c'est sans intérêt. Donc à partir de la troisième fois, il commence à... Encore. Hein? Bon. Ensuite, si vous avez ça, mais il y a une branche qui continue. Vous voyez? Quand vous êtes là, vous devez vous rappeler de ces trois. Donc là, c'est plus compliqué pour l'espace mental, que ça veut dire en fait que vous travaillez en queue. Hein? Alors la queue est très importante, vous savez bien, en termes de stratégie au niveau décisionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple, parce que je vois que vous commencez à sourire, mais je parle de l'autre. Il y a eu plus de morts en Irak des Américains après la paix qu'avant. Voilà. Vous comptez, vous avez voilà, paix, vous comptez combien il y a eu de morts, et puis après, par la paix, vous comptez combien il y en a eu. Et là, le problème, c'est que quand vous êtes militaire, vous devez décrire ça aux familles. Vous dites, voilà, on avait tant de morts jusqu'à là, et puis après, alors il se dit, ah, donc elle n'est pas finie. Donc vous imaginez maintenant, la queue est plus importante que la tête, qui était normalement l'aspect décisionnel. Donc on va dire ça, ça va durer 7 jours, et puis après on se rend compte qu'on a une queue. Donc c'est très important de savoir gérer les queues, du point de vue cérébral, parce que ces queues-là vont influencer votre espace mental. Donc là, on aura vraiment affaire à un expert, alors qu'en fait, là, ça sera un expert du point de vue stratégique. Là, on a un expert tactique. Donc, c'est des affaires locales, simples, quasiment indépendantes les unes des autres, même si elles sont identiques. Alors attention, ça c'est aussi un autre problème, c'est que l'identité ne correspond pas à quelque chose d'important au niveau d'expertise. Pourquoi? Je prends les trois cas, je considère que c'est trois cas identiques. Bon, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez résoudre le troisième de façon plus simple, parce que c'est identique, mais en fait, les affaires n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles sont indépendantes. Donc en fait, là, vous avez un schéma mental modulaire. Donc ça, c'était pour la dame qui disait pour l'analyse. Ça, vous devez bien aimer. Alors, quand on est plutôt de l'analyse, en fait, on aime bien analyser un problème, le segmenter, avoir des modules avec un système relationnel, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? On considère que si le module est résolu, il est résolu. Si maintenant le module, même s'il est résolu, il est infecté par un autre module, on a un problème parce qu'on ne peut pas le résoudre tout seul. Donc là, d'un seul coup, on a directement une approche donc holistique. Alors l'approche holistique, donc un exemple concret, vous vous rappelez, vous prenez un échiquier, 8 par 8, vous essayez de mettre 8 dames dessus, de façon à ce qu'elles ne soient jamais en prise. C'est possible. Il y a 92 dessus. Bon. Ensuite, vous pouvez vous poser la question suivante. Vous prenez une dame, vous la mettez au pif. Voilà, la première, il n'y a pas de problème. La deuxième, en gros, vous faites attention qu'elle ne soit pas en prise avec la première. Donc vous avez un espace plus restreint, etc. Si vous le faites de cette façon-là, le plus probable, c'est que vous arrêtez à 6. Bon. Une autre technique, ce serait de mettre les 8 directement dedans. Alors vous allez me dire, mais si les 8 sont dedans, elles sont certainement en prise, puisqu'elles sont mises au hasard. Oui, mais après, en fait, vous pouvez les déplacer pour minimiser le nombre de prises jusqu'à arriver à 0. En fait, cette deuxième méthode est plus pratique et plus efficace que la première. Alors, la première, en fait, elle est linéaire, correspond à une sorte d'algorithme Glouton. Elle est très bonne pour des problèmes faciles. Alors, donc là, notre problématique, c'est est-ce que vous aimez les très bonnes méthodes pour les problèmes faciles? Oui, ce sera difficile de dire non, on est d'accord. Bon. Le problème, c'est maintenant, est-ce que vous aimez les méthodes qui sont bonnes pour les problèmes difficiles?
vous allez dire pourquoi pas. Bon, d'accord, et maintenant vous préférez lesquels? Ah, bah maintenant. Comment? Parce que c'est un problème facile et difficile. Vous avez le choix maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si on vous dit juste ça, vous dites pourquoi pas non, ça pourquoi pas non, mais l'un ou l'autre. Bah, si vous êtes un expert stratégique, il vaut mieux faire celle-là. Qui peut plus, peut moins, peut plus. Voilà, mais donc en fait, la première est en gros sans intérêt. Et du point de vue cérébral, c'est pire que ça. La première est néfaste à votre activité cérébrale. Et la deuxième est productive. Donc en fait, dans ces cas, là c'est néfaste, ça c'est productif. Alors pourquoi? Parce que si elle est juste bonne, pas super bonne, ça veut dire que ça ne marche pas exactement comme une recette de cuisine. Et encore la recette de cuisine, donc vous savez bien, ceux qui cuisinent vraiment, plus vous montez en cuisine, moins il y a de lignes. Quand vous les regardez, ceux qui ne cuisinent pas, ils disent, mais il a fait ça un type. Ah, c'est un chef, ah d'accord, bon. Il y a 4 lignes. Alors évidemment, il y a 4 lignes parce que c'est compressé. Hein. Faire la sauce machin, il y a écrit sauce machin. Donc il passe du principe que toi tu connais toute la sauce machin. Bon. Là c'est pareil. Notre cerveau, dans l'espace juridique, il vaut mieux qu'il soit. Alors, attention, c'est vicieux. Hein. Il vaut mieux qu'il soit efficace ou résistant. Si j'avais posé cette question-là en début de séminaire, voilà. Mais comme on n'est pas en début, voilà. Alors, quitte résistant avec un emportement naturel, on est d'accord. Hein. En fait, l'idée est la suivante. Donc, efficacité et résistance. Alors, pour être plus formel, on va parler de robuste et d'optimal. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, l'appareil juridique vous demande d'être efficace et optimal, alors que votre cerveau, il a besoin d'être résistant et robuste. Pourquoi? Parce qu'on va vous redemander la même chose. Donc, quel est l'intérêt? D'abord, l'intérêt qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'optimal n'est pas robuste. C'est une phrase un peu bizarre. Donc, l'optimal n'est pas robuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'optimal, il va fonctionner dans des situations idéales. Et évidemment, pour vous pourrir la vie, vous serez quasiment jamais en situation idéale. Donc, vous avez des super solutions avec des trucs que vous n'allez jamais appliquer. Donc en gros, ceux qui travaillent plus dans le domaine mathématique et des équations différentielles, vous savez, ces équations différentielles que vous apprenez en prépa, hein, très rapidement, vous les utilisez par cœur, et puis après vous regardez votre carrière d'ingénieur, vous n'avez jamais utilisé. Évidemment, jamais aucun cas été dans ce cas-là. Parce que c'est des équations qui sont très très optimisées en termes de robustesse, donc quasiment pas robustes. Alors le problème est le suivant, c'est à l'envers. Oui. Si quelqu'un dit que, par exemple, c'est une solution qui est efficace et robuste, c'est l'escroquerie. Ah non, non, on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Non, on ne peut pas me faire le coup des ambidextres à chaque fois. Non, non, on peut avoir les deux. Mais une solution robuste est rarement efficace en sens de l'optimalité. Donc, je prends l'exemple, pourquoi? De l'avion. Donc, vous avez des correspondances, d'accord? Vous imaginez que vous avez un avion, vous avez une correspondance. Votre cas idéal, c'est que dès que vous arrivez, vous prenez l'avion. Bon. Et puis arrive la compagnie, elle vous dit, quoi que vous fassiez, même si vous arrivez en avance, vous attendrez 1 heure. Bon, vous dites, mais c'est complètement pourri ce truc-là, parce que je suis là, j'attends. Et en fait, c'est ce qui permet d'effacer des erreurs de retard. Donc en fait, en mettant un élément tampon, ça, c'est l'élément tampon qui est en fait un absorbeur d'erreur. Parce qu'il y a plusieurs vols qui arrivent. Donc il suffit qu'il y en ait un qui se plante et qu'il soit plus loin. S'il est juste là, vous ne pouvez pas démarrer là. Donc en fait, la solution efficace, c'est évidemment celle-là. Hein?
3 fois, avec un temps ponctuel d'attente. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça avec plusieurs avions, comme ils arrivent tous, vous avez une zone plus épaisse temporellement, et donc les compagnies, elles se sont stabilisées, en gros, en 1 heure, je m'en sors. Ce qui fait que, des fois, vous avez des vols, par exemple, qui peuvent durer 40 minutes, vous avez 1 heure d'attente. Vous vous dites, mais c'est vraiment nul. Et ils n'arrivent pas à compresser plus bas. Donc, cette solution-là, elle est robuste. D'ailleurs, je peux vous signaler qu'elle est tellement robuste que c'est assez rare que vous allez à l'hôtel. Parce que des fois, en fait, ça les arrange de vous mettre à l'hôtel plutôt que de retarder l'avion. Le pire, ça m'est arrivé, vous atterrissez au moment où l'avion est encore sur la piste. Donc c'est très énervant ça. Donc vous dites, ça c'est votre avion. Voilà, et il décolle. Voilà, vous dites, ils auraient pu attendre quand même 5 minutes. Non. Parce que si vous regardez le coût, il est colossal, plutôt que de vous mettre à l'hôtel et de prendre le suivant. Donc, je reprends pour la question. On peut avoir de la robustesse, qui n'est pas forcément optimale, mais, et là vous allez vous faire plaisir, le robuste est optimal je ne dis rien là. C'est bien le contraire. Ah, vous attendez la suite maintenant. Eh oui, dans le temps. C'est-à-dire que si la durée est plus longue, et s'il faut faire plusieurs fois, eh bien, c'est optimal. Alors que l'optimal, c'est scratché entre-temps, et on n'arrive plus à l'utiliser du tout. Donc c'est dans ce sens-là que l'idée, c'est que si vous êtes un expert résistant, donc résistant, c'est résister à l'appareil juridique qui vous demande des trucs, le contraire de votre entité, et vous dites, je suis là. Et vous y arrivez quand même. Et robuste, c'est avoir en fait des expertises qui tiennent la route dans le temps, et finalement à la fin, on dit, celui-là, il est efficace. Alors qu'en fait, vous pourriez avoir des expertises très rapides, très efficaces, et on vous dit 5 ans après, c'est faux. Contre-expertise. Alors là, c'est le truc qui énerve, donc on en a parlé à l'aéroport. La contre-expertise et l'expertise. C'est rare de trouver des experts qui ne sont pas énervés par la contre-expertise, alors qu'en fait, c'est fait pour être une mise en relation, si vous voulez, au départ négative. La contre-expertise peut retrouver le même résultat que l'expertise. Simplement, ça nous gêne parce qu'on considère à un moment que, on est tout seul quand même, hein. C'est ça l'expert. C'est quoi lui? Le plus drôle, c'est que lui, c'est aussi un expert. Mais il est contre-expert à ce moment-là, il n'est pas juste expert. Alors, je reviens donc à mon optimalité. Le problème de la résistance dans le schéma relationnel, il est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que les experts ne sont pas considérés comme le haut du panier. Si par exemple, votre expert est ministre, il y en a un d'entre vous qui est ministre. Je peux vous dire que l'appareil juridique va vous regarder de façon totalement différente, alors qu'en fait, on s'en fout totalement que vous soyez ministre, puisque c'est hors compétence de l'expertise. Mais, imaginez en plus que vous soyez ministre de la Justice. Et bien là, vous avez en fait un revirement du schéma hiérarchique, où vous pouvez dire qu'est-ce que ça veut dire. Autre exemple, pour ceux qui étaient persuadés que si on est dans un groupe de personnes, le ministre de l'armée, est-ce qu'il est militaire? Pas forcément. Non, tellement pas forcément qu'il peut être à peu près n'importe quoi. Ce qui fait qu'en fait, il est obligé de gérer avec des gens en dessous qui sont vraiment au courant de ce que fait par exemple la France depuis un certain nombre d'années. Sinon, lui, il arrive, il reste quelques mois, il ne fait pas. Et ça peut être lui, elle, on a d'ailleurs des problèmes de ce genre. Et l'idée, c'est quoi? C'est que il faut que derrière, il y ait de la robustesse. Donc la robustesse, vous allez retrouver ce qu'on appelle les technocrates. Un technocrate, il doit être d'abord résistant, parce qu'évidemment, ça va changer en haut. L'un va lui demander le contraire du précédent et le contraire du suivant. Lui, il faut qu'il reste. Et ensuite, il va falloir quand même qu'il soit optimal dans le temps, parce que lui, il va être là.
Alors c'est très drôle, si vous voulez, c'est un schéma mental assez bizarre, c'est que ceux qui sont en dessous sont diachroniques et ceux qui sont au-dessus sont éphémères. Vous voyez? Alors, dans ce schéma-là, les éphémères sont en haut et les diachroniques sont en bas. Alors d'habitude, on a l'impression plutôt que, par exemple, c'est les humains et les fourmis. Et donc là, imaginez que les fourmis vivent 200 ans et les humains, quelques minutes. Tout en étant humains, et les autres en étant fourmis. Bien, cette problématique-là n'est pas courante dans la nature. Pas dans l'espace cérébral. Dans l'espace cérébral, elle est courante. Mais pas dans la nature naturelle. Alors, vous comprenez bien ce qui se passe, c'est que le diachronique, pour être résistant, il suffit qu'il dure un peu plus que la vie de l'éphémère. Vous avez un ministre qui vous dit voilà, il faut faire ça, ça et ça. Vous dites il va tout chambouler celui-là. Et puis après, vous regardez autour. Bon, il y en a pour 2 mois, lui. Voilà, vous dites pas de problème, je suis là. Et donc vous commencez, et vous savez que la procédure va durer plus de 2 mois, donc vous n'allez pas la faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que dans l'espace de la résistance et du robuste, il faut avoir la montre, jouer la montre. Alors, bon, Julie connaît très bien, en tant qu'italianisant, jouer la montre. Alors, jouer la montre, ça peut paraître négatif, hein. En général, ça nous énerve quand quelqu'un joue la montre. Alors, en fait, si je retourne certaines feuilles, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que j'appelais l'épaisseur temporelle. Parce que des fois, jouer la montre, avoir de l'épaisseur temporelle, c'est la façon de stabiliser une solution qui va être vraiment mise en place et pas simplement mise en place parce que quelqu'un a dit de le faire immédiatement, donc on chamboule tout, etc. Donc, jouer la montre, ça va être important. Alors, vous connaissez bien ce genre de questions. Hein. Est-ce que vous préférez une montre cassée ou une montre qui a 1 heure de retard, hein? Vous vous rappelez, hein, la montre cassée vous indique 2 fois par jour l'heure vraie. Alors que la montre qui a de retard, jamais. Voilà, donc évidemment ça fait un peu juge avocat le principe, mais il faut l'avoir en tête. Alors, je continue. Donc, ma capacité cérébrale. On va les ramener simplement à un domaine de compétence. D'accord? Alors, je voudrais des propositions de vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, compétence? Parce que vous êtes là pour ça, hein, d'accord? Si vous étiez incompétent, vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas expert. Donc vous êtes compétent. C'est votre travail. Votre travail, c'est d'être compétent. Le savoir-faire. D'accord, on va appeler savoir-faire. En tout cas, si c'était simplement le savoir-faire... Attendez, ne vous énervez pas. Si c'est juste le savoir-faire, vous n'auriez jamais été expert. Ben si, parce que vous ne pouvez pas démarrer. Vous voyez? Il ne faut pas demander. C'est comme la blague, je voudrais un ingénieur jeune avec 10 ans de carrière. Vous voyez? Ça fait ça. Donc si vous dites le savoir-faire, ça veut dire que vous avez déjà... Le savoir-faire serait important, mais après. Mais pas au début. Connaissance. Oui, alors les connaissances, on va mettre des connaissances. En gros, là, est-ce que vous êtes en fait un dictionnaire ou une encyclopédie? Parce que si vous répondez que les connaissances, vous êtes dans le cas du dictionnaire. Et moi, je trouve que dans l'expertise, on nous demande plus l'encyclopédie plutôt que le dictionnaire, parce qu'on ne demande pas de savoir tous les mots, mais enfin, ceux que tu sais, il faut que ça soit un pavé comme ça. C'est juste 3 lignes, je sais le mot. Donc les connaissances, alors les connaissances spécifiques, c'est très dangereux, parce qu'on est dans la spécialisation, de nouveau, et donc en fait avec un très petit spectre.
Bah, les connaissances spécifiques, je ne vais pas vous faire de la peine, mais je pense que Google vous mate. Il est dur Google quand même. Hein. Vous êtes à table avec vos amis, vous dites moi je suis expert machin, ouais. Pose une question, vous en savez rien, bon, il tape le truc. C'est ça Oui, c'est ça. Donc en fait, un expert peut être réduit à un vérificateur de Google. Pensez-le bien, quand vous êtes en réunion, vous demandez est-ce que vous avez accès à Internet ou pas ici. C'est une bonne préparation de terrain. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en gros, on va faire plus confiance à un moteur de recherche totalement général sans avoir qu'un expert qui est en face. Hein. Il faut faire attention à ce à ça. Donc, il ne faut pas le restreindre juste à ça. Il vous manque un truc. Vous l'avez, bien sûr, mais... L'expérience, oui, ça je suis d'accord, mais ça va être dans le savoir-faire. Et puis, il faut voir, vous aimez l'analyse, je sais. De temps en temps, vous mettrez quand même de la synthèse. Hein. L'adaptabilité. Alors ça, justement, du point de vue cérébral, c'est mieux d'avoir de la plasticité. Donc je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais... Et justement, plasticité, c'est pas être adaptable. C'est être mieux que ça. C'est être compétent dans un domaine d'incompétence. L'humilité. Oui, si je vous disais par exemple qu'une des caractéristiques des fourmis, c'est d'être humble. Alors que si je vous disais qu'une des caractéristiques des aigles, c'est d'être humble. À quelle phrase vous surprend? Ce que je veux dire par là, c'est que l'appareil juridique, de toute façon, ils vous met là. Donc, on est tous humbles. Donc, ils s'en foutent totalement. Même si vous la pétez, vous êtes là. Bon. Ça s'imposer Non, je parle du point de vue cérébral, vous. Ah, mais quand on fait son petit truc après tout seul. Oui, quand vous êtes tout seul. On vous dit, voilà, lui, il est expert parce que, il vous manque juste la gestion. La gestion des connaissances. Ça, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que la gestion des connaissances, elle demande de l'intelligence. Alors que les connaissances n'en demandent pas, elles demandent juste de la mémoire. Donc la gestion, heureusement les moteurs de recherche ne sont pas encore à ce niveau, hein, pour les experts, les connaissances et des connaissances relativement cohérentes, ça va, ça se fait, on peut faire des tableaux, etc. Mais maintenant, la gestion de connaissances avec des domaines divers et qu'on arrive à les regrouper, ça, il faut quand même un cerveau, un vrai, quoi. Et là, ça commence à devenir difficile. Et évidemment, plus c'est étendu dans le temps, plus cette intelligence sera primordiale. Donc, je donne un exemple concret. Tout ça, ce que vous m'avez dit, pour voir si on peut les rejeter. Est-ce qu'on a des experts informatiques ici? Non? Bon, imaginons qu'on ait un expert informatique. Vous attendez quoi d'un informaticien? Qu'il ait de l'expérience, par exemple, qui connaisse le test de Turing, qu'il était là quand il y avait le ENIAC, qu'il sache programmer en algol, qui connaissent encore les cartes à la forêt, les grosses pousses. Non, en fait, justement, l'informatique, le temps, il va très vite. Donc on devient très vite vieux. Ce qui fait que même un ingénieur en informatique, s'il ne continue pas à se former, et c'est bien plus de la formation, parce que c'est... D'habitude, on dit de la formation, c'est faux en informatique. Hein. Ça va plus vite encore. Parce qu'il faut vous rendre compte qu'en informatique, ce que vous apprenez, par exemple, jusqu'à votre maîtrise, on va mettre un master, elle est 5 ans, eh bien, si vous saviez combien ça va être peu dans 5 ans, donc si vous êtes dans un domaine un peu plus littéraire, par exemple, ce que vous avez appris dans 5 ans, ça peut être, ça peut durer. Dans l'informatique, vous allez avoir des outils, vous ne saurez même pas que ça existe. Donc comment être compétent après? Eh bien, moi je peux vous dire que ce que fait l'IBM, eh bien, elle leur fait passer des tests de QI. Hein. Donc elle prend des gens qui sont nettement au-dessus de la moyenne, sinon elle ne les prend pas du tout, parce qu'elle sait que
dans 15 ans ou dans 10 ans, ils seront totalement inutiles. Donc en fait, est-ce qu'elle mise sur quoi? Elle mise sur la plasticité. Elle se dit, celui-là, il va retomber sur ces trucs, bon, bah, il va l'apprendre maintenant, il ne le sait pas encore, mais il le fera. Et d'autres personnes qui sont très dogmatiques, donc ça c'est le problème de la spécialisation, eh bien elle va les rejeter. Pourquoi? Parce qu'elle va se rendre compte que dès que les configurations ne seront plus les conditions initiales de son embauche, ben, il sera hors cadre. Alors, donc là c'est pareil, si vous voulez, imaginez dans le cadre musical, hein, quelqu'un qui joue des cordes, il peut jouer sur pas mal de cordes, quelqu'un qui est dans les vents, il est pas mal de vent, quelqu'un qui fait les deux, c'est plus rare. Donc, là, en fait, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Dans le domaine de la compétence, il faut bien vous rendre compte que si vous mettez l'expérience, alors l'expérience du point de vue stratégique, hein, pour le monsieur qui avait dit pour l'expérience, en stratégie, l'expérience, c'est l'ensemble des erreurs. Donc, évidemment, c'est un peu dire comme ça, mais en gros, c'est quoi? C'est que je me souviens de ces erreurs, donc je ne les refais pas. Mais c'est quand même l'ensemble des erreurs. Donc, le problème... Les erreurs auxquelles on a survécu. Oui, bien sûr, heureusement, parce que sinon... Mais le problème, c'est qu'on les a faites. Alors, est-ce que vous aimez quelqu'un qui fait des erreurs? Oui. Ça faisait un peu un aveu, ça, quand même. Hein. C'est pas forcément un génie. Non, mais n'essayez pas de le prendre négativement. Est-ce qu'une erreur, c'est positif? Si on sait la rattraper, si on sait en tirer Ah, si on sait la rattraper, ça veut dire quoi, ça? en tirer profit pour remettre. Oui, alors donc, une erreur. Gérer autrement. Voilà. Ça, évidemment, il ne faut pas le dire dans l'appareil juridique, hein, d'accord? Ça, c'est entre nous. Bien sûr. Si vous dites à un magistrat, mais moi, je n'ai pas de problème avec l'erreur. Il faut bien dire dans le domaine de l'expertise, ce n'est pas l'erreur judiciaire. Alors, l'erreur, elle est créative. D'accord? L'erreur, elle a un autre atout. C'est le plus court moyen de changer de méthode. D'accord? Alors, par contre, elle a quelque chose de négatif. C'est quoi? Elle dépend du temps? Il fait perdre du temps. Non, pas forcément. Il y a des erreurs. Alors, donc, je vais vous montrer quand même quelque chose. Alors, c'est la notion de serendipity, hein, la capacité de trouver ce qu'on ne cherche pas. Pour Julie, en fait, le pacemaker a été fabriqué par une erreur. Donc, ils essayaient en fait de faire une mesure sur le cœur. Et puis le mec s'est planté, il l'a mis à l'envers. Et au lieu de mesurer le courant, il en a balancé. Et le cœur, il a fait comme ça. Il s'est dit, tiens, on pourrait peut-être les faire repartir, quoi. Donc c'est assez drôle, parce que là, c'est complètement une erreur. Il ne partait pas du tout pour ça. Donc c'est pareil, hein, vous vous rappelez, les poils des femmes proviennent en fait de la volonté de faire de la pêche. Oui. Le créateur en fait, il était pêcheur. Il voulait avoir une canne télescopique. Donc il avait mis son produit pour avoir sa canne télescopique. Et puis il avait appris un truc, c'est que quand le poisson mord, eh ben, la canne vient. Donc il revient chez lui, il dit à sa femme, je suis vraiment nul. Et sa femme, heureusement pour lui, lui a dit la même chose pour elle. Elle a dit qu'elle était totalement nulle parce qu'elle avait cramé les yeux au plat. Et là, il a eu l'idée de mettre le produit qu'il avait mis sur la canne à pêche, il va mettre sur les poils. Donc le téflon que vous avez vu, en fait, provient de cette idée. Alors c'est ça intéressant, parce que c'est une idée qui vient d'un autre domaine, hein, grâce à l'espace serendipity. Ça, c'est les aspects positifs. C'est pas gênant. Alors l'aspect négatif, c'est qu'elle soit irrécupérable. D'accord? Donc en fait, irrécupérable, ça veut dire irréversible. Alors la notion de irréversibilité, il faut bien vous rendre compte que c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui est expert et qui est capable de commettre des erreurs irréversibles, eh bien, c'est plus un expert. Voilà. Donc, en fait, vous êtes capable, évidemment, de faire des erreurs, mais il faut qu'elles soient réversibles.
Alors, comment on fait ça pour les tester? Alors, on a ce qu'on appelle les tests de la NASA, qui sont très très bons pour ça. Vous avez par exemple 20 questions. Okay. Vous répondez à vos 20 questions, et vous avez une note. Bon, donc on s'en fout, vous répondez, etc. Et puis après, il les reclasse en fonction de la difficulté, et il s'arrête à la première heure. Ok, je la refais parce que bon, hein, tout le monde n'est pas de la NASA. Alors, vous faites votre test. Vous avez le droit de répondre ce que vous voulez. Vous avez une note. 18 sur 20. Bon, c'est bien ça. Bon. Maintenant, en fait, on les re-range. Okay. Et là, c'est le plus facile au plus difficile. Et là, vous avez 3 sur 20. Ah, je vois qu'il y a certaines mâchoires qui se sont... Hein. Donc ça veut dire en fait que vous avez une erreur sur la 4e question. Donc là, NASA dit, après, t'es mort. Donc on s'en fout que tu répondes bien. C'est pour des astronautes, hein, d'accord? T'es mort. T'es mort. Dommage. Bon. Alors, le problème, en fait, c'est, si vous prenez maintenant une autre personne, maintenant, elle a 12 sur 20. Bon, pourri, hein, quand même, hein. Pourri. Bon. Et en fait, vous faites, après le test de classification de la NASA, elle a 12 sur 20. Je pense que vous preniez celui-là comme copilote dans votre vaisseau, quoi, parce que l'autre... Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans les situations simples, évidemment, on prend l'optimal, mais dans les situations compliquées, évidemment, on prend le robuste. Et la robustesse, c'est ce qui va permettre à l'expert de durer dans le temps, en disant que, bon, par exemple, ok, il est lent,